Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce numéro de votre émission hebdomadaire, l'entretien du dimanche. Nous sommes aujourd'hui dans la ville aux trois noms, Porto Novo, Rogbonu Adjache. Nous sommes avec la première autorité municipale. Nous sommes donc à la mairie de Porto Novo. Et avec le maire, nous allons aborder des questions relatives justement au développement de la ville et à toutes les actions qu'il y mène. Je vais bien parler du maire. Nous allons également aborder quelques sujets de l'actualité nationale. Nous sommes partis pour 52 minutes d'entretien avec Charlemagne Nyankoti, maire de Porto Novo. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Doclan. Alors, monsieur le maire, je vais aller tout droit au but. Est-ce que c'est facile de gérer Porto Novo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je voudrais vous dire a priori que l'impression qu'on a souvent de Porto Novo, c'est une ville difficile. Mais je voudrais vous rassurer, vous dire que Porto Novo est une magnifique ville, la capitale du Bénin bien sûr. Et sa particularité, c'est le fait d'être une ville historique. Et souvent, les villes historiques donnent l'impression d'être difficiles, mais tout dépend de la capacité managériale de celui qui a la tête. Et j'avoue que Porto Novo, le plus important, c'est de savoir poser les pas, de respecter les aînés. Et à ce niveau, je peux vous dire que nous n'éprouvons aucune difficulté pour gérer Porto Novo. Vous dites une ville historique, vous dites également une ville magnifique, monsieur le maire, mais quand on rentre à Porto Novo, on n'a pas l'aspect d'une ville historique. Est-ce que l'aspect de Porto Novo vous rend fier ou pas? Et je voudrais faire un petit rectificatif. Il faut reconnaître que c'est une ville historique parce que il y a de ces, disons, de ces édifices, de ces valeurs culturelles, patrimoniales surtout dont je veux parler, et les architectures afro-brésiliennes qui déjà dénotent du fait que c'est une ville historique. Et c'est vrai que par le passé, on n'était pas trop fiers de Porto Novo en tant que capitale du Bénin, parce qu'il n'y a qu'une seule capitale, mais j'avoue que depuis 6 ans, et plus particulièrement depuis les 2-3 dernières années, nous éprouvons une grande fierté de voir que Porto Novo amasse réellement l'image d'une ville capitale, et ceci grâce au leadership du président Patrice Talon. Qu'on le veuille ou pas, et il a beaucoup fait pour changer l'aspect de Porto Novo ces 5 dernières années. D'accord. On peut en être fier. D'accord, nous en parlerons. C'est un début. Avant d'en arriver là, monsieur le maire, on va remonter un peu à l'histoire, à votre histoire. À l'époque, vous étiez conseiller municipal, le seul d'ailleurs, au sein d'un conseil majoritairement, ou plutôt exclusivement, si on peut le dire, PRD. Entre conseiller municipal de l'époque et aujourd'hui, maire de Porto Novo, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien, dans vos habitudes? Merci beaucoup, Doc Lam. Je dois dire que c'est vrai, par le passé, j'étais seul. Et bon, vous étiez un compagnon dans le temps, parce que très souvent... Nous sommes toujours un compagnon, monsieur le maire. Voilà, bon, merci beaucoup. Et certainement, c'est ça qui vous motive à me poser la question. Mais j'avoue que, pour résumer, je vais dire que l'un a permis de préparer l'autre. C'est-à-dire? Vous savez, pour avoir été un bon conseiller, peut-être incompris, je l'ai souvent dit dans le temps, parce que en tant que conseiller, je m'étais donné, j'ai vraiment participé à l'animation de la vie politique, à l'animation du développement de notre ville. J'ai fait beaucoup de propositions, beaucoup de contributions aussi. Et donc, ceci nous a permis, en son temps, de mieux cerner un certain nombre de choses. Les points sur lesquels on n'était pas pour autant en harmonie, nous avons notre perception. Aujourd'hui que nous avons la grâce de devenir maire, ça nous a permis de pouvoir relever ces défis. Et je pense que nous sommes en train de le faire si bien. C'est pour ça que je me permets de dire que la position du conseiller nous a préparés pour celle que nous occupons aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, maire de Porto Novo, il ne vous arrive pas d'avoir des envies de vengeance? C'est pas vrai. Je voudrais vous dire ceci. Oui. D'abord, un petit rectificatif. Il n'y a pas de maire UP. Le maire, il est maire pour tout le monde. Oui, mais vous êtes UP, monsieur le maire. Je suis UP, oui. Mais quand je porte le titre de maire, je suis maire. D'accord. Ma connotation politique, je suis UP. Mais ceci dit, je voudrais vous rassurer que tout dépend de la philosophie de chaque parti. Et notre parti ne nous enseigne pas la vengeance. Bien au contraire. Et aujourd'hui, nous avons dans le bloc républicain qui est au conseil avec nous des partenaires avec qui nous travaillons pour
le développement de la ville et nous attirons constamment nos attentions sur le fait que au Conseil, on est là pour le développement de la ville. Pour les questions d'intérêt majeur, on a l'obligation de s'entendre et quand le moment de faire la politique va arriver, les accrochages ne manqueront pas. Donc rassurez-vous, et même envers nos frères et amis d'hier et d'aujourd'hui, toujours les PRD, vous nous avez vus lors du festival, juste pour vous faire, vous étiez même d'ailleurs témoin oculaire, et nous avons distingué le Conseil, comme quoi on n'a aucunement l'esprit de vengeance. D'accord. Voilà. Vous avez beaucoup de défis à relever à Porto-Novo. Quels sont ces défis que vous avez, monsieur le maire? Merci beaucoup. Et Porto-Novo, comme vous l'aviez dit, en tant que capitale, il y a beaucoup de choses à faire. Et en termes de défis, d'abord, dans un premier temps, il faut renforcer la mobilisation des ressources, parce que sans ressources, on ne peut rien. Et c'est ce qui nous a amené à faire beaucoup de réformes, et dont disons la majeure, c'est celle au niveau des gares routières pour le moment. On sait ce que ça nous a permis d'engranger. Et on est passé de 10, 11, 12 millions de réalisations par an à pratiquement plus de 200 millions l'année dernière. Donc, c'est donc dire que nous avons des gisements qu'on peut mieux cerner si on y prend garde. Mais au-delà de ceci, il y a beaucoup d'autres réformes que nous sommes en train de faire présentement au niveau de la gestion des domaines et des espaces publics. C'est des choses qui vont arriver incessamment. L'occupation et la gestion des espaces publicitaires également. J'avoue que Porto-Novo dispose très peu de potentiel en termes de mobilisation, mais au plan fiscal, il y a, dans les mois à venir, nous envisageons faire une enquête fiscale approfondie pour mieux cerner l'assiette. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme base pour la mobilisation des recettes fiscales est un peu caduque. Et donc, la ville a connu entre-temps beaucoup de développement en termes de construction, donc il y a lieu d'actualiser. Donc, ceci dit, et le festival que nous avons aussi lancé est pour nous un moyen de dynamiser l'économie locale. Donc, voilà autant de choses que nous sommes. D'accord, nous parlerons précisément du festival dans quelques minutes, monsieur Charlemagne Nyakoti. Mais vous savez très bien que vous avez besoin d'avoir un conseil municipal uni, une administration municipale harmonieuse. Mais depuis quelques jours, il y a une réforme au sein de la décentralisation avec les secrétaires exécutifs. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre secrétaire exécutif vous empêche de fonctionner, monsieur Nyakoti? Aucunement. Je suis même très partisan de la réforme. Je voudrais vous rassurer à ce propos. Et je l'ai déjà dit plus d'une fois. Et pour ceux-là qui ont eu la chance d'observer un peu de près la gestion communale, la gestion municipale, on doit être unanime sur le fait que il y a un gâchis. On doit être unanime sur le fait qu'il y a une absence de véritable ambition de développement. Si déjà, depuis près de 20 ans, on est rentré dans cette expérience, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que, disons, la décentralisation a réellement apporté en termes de développement au niveau de nos communes. Prenons l'exemple des grandes villes, Cotonou, Porto-Novo, et Parakou, et dites-nous réellement ce que les maires ont apporté comme réforme majeure qui a suscité ou a impacté véritablement le développement des villes. Vous n'en trouverez pas grand-chose. Vous dites que les maires ont été inutiles, c'est ce que vous voulez dire? Je n'ai jamais dit que non, c'est pour vous dire que on a besoin de repenser notre décentralisation. Parce que la plupart du temps, les maires, quand ils viennent, au regard du contexte dans lequel ils sont, les pressions, c'est comment faire pour faire un retour à ceux-là qui ont pu les positionner, ce qui joue véritablement sur le développement au niveau local. Et je prends le cas de Porto-Novo. Je sais que ce n'est pas facile, je ne veux dévoiler aucun secret, mais souvent la liberté que moi, en tant que maire, j'ai aujourd'hui pour gérer la ville, je ne peux pas dire que c'est pareil pour ceux qui m'ont précédé. Au regard de ce qu'on entend dire, puisque j'étais dans la masse, je suis dans la masse. Bien sûr. Et regarde ce qu'on entend dire. Mais par rapport à ma réalité, j'ai une parfaite et totale indépendance. Ça me permet de prendre des initiatives. Maintenant, en plus de ça, nous sommes venus à un moment où le gouvernement a lancé un audit en 2016, quand le président Talon a pris le pouvoir.
Et je dis souvent, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, mais quels sont devenus les résultats de cet audit? C'est l'une des questions qu'il importe de se poser. Et puisque vous posez la question, oui, répondez en même temps, qu'est-ce que c'est devenu? Non, mais je ne me pose pas de questions. Mais vous posez la question, moi je saisis la balle au bon pour vous demander de donner la réponse. Merci beaucoup. Je peux vous dire que les résultats de ces audits ont révélé beaucoup d'anomalies qui accablent les maires. Mais la question, c'est de savoir, est-ce de la faute des maires ou du système qui est mis en place? Et c'est le diagnostic qui a révélé qu'il était important de revoir un peu le système qui est mis en place. Sinon, on va s'en prendre à tous les maires et ça va continuer. Tant que le système n'est pas changé et on ne s'attaque pas à la cause, mais on s'attaque aux effets, aux conséquences. Tant que la cause est là, on aura toujours les mêmes effets. Et donc, c'est ce que le gouvernement a voulu corriger en mettant en place cette réforme dont vous parlez, qui vient dans un premier temps pour corriger disons, l'embrigadement des maires par les partis politiques. Et je parle de l'embrigadement des maires par les partis politiques et par les militants au niveau de la gestion des ressources humaines. Vous savez, quand vous venez, les gens veulent qu'on les recrute parce qu'ils vous ont aidé à accéder à cette fonction. Ils veulent des facilités, ils veulent des marchés, ils veulent un peu de tout. On vous met sous pression. Le maire, du coup, il se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et en même temps qu'il cherche à préserver, disons, sa notoriété, préserver sa base, et en même temps, il regarde les procédures, il les viole. Parce qu'il compte sur le parti, sur les relations, et du coup, il se met en porte-à-faux avec les procédures. Et c'est ça qui justifie ce que nous observons aujourd'hui. Beaucoup de maires sont en difficulté, certains sont en cavale, et si peut-être on devrait continuer, d'autres allaient se retrouver en difficulté. Et vous pensez que ces réformes-là vont corriger quelque chose? Je suis convaincu que ces réformes vont corriger beaucoup de choses. Aujourd'hui, les maires, on dit on n'est plus ordonnateur, les gens crient. Les gens disent, justement, vous êtes maire de la commune, vous êtes la première autorité, ben, vous n'avez pas, vous n'ordonnez pas. Non, le budget est géré par un secrétaire exécutif. Non. Moi, je dis le secrétaire, il est bel et bien exécutif. Je l'ai toujours dit. Et celui qui est exécutif, il est à l'exécution. Et quand il est à l'exécution, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne les ordres. Et nous sommes dans la position de ceux-là qui donnent les ordres. Puisque c'est ce que nous retenons, que le secrétaire exécutif va exécuter. Plus loin, nous sommes appelés à l'évaluer. Ça, c'est important. Les gens ne perçoivent pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui va évaluer un secrétaire exécutif, ce n'est pas le préfet qui va évaluer un secrétaire exécutif. C'est le maire. C'est le conseil de supervision que dirige le maire. Ça veut dire que lorsque nous te confions quelque chose, nous te disons exécute-nous ça. Si tu le fais bien, on va t'apprécier. Si tu ne le fais pas bien, on va tirer les conséquences qui en découlent. De la même façon, le maire peut dire que le SE n'a pas bien fait. Mais on sait comment ça se passe. Si le conseil déduit que le SE n'a pas bien fait, parce que en le conseil avec à sa tête le maire. Le conseil de supervision avec à sa tête bien sûr le maire. Et donc c'est pour vous dire que le maire est en plein dans ses rôles. Le maire n'a pas perdu grand chose. Certes, nous avons perdu ce qui peut nous conduire en enfer. Mais écoutez. Oui, mais ça n'enlève pas votre responsabilité morale dans la gestion de la ville. Bien sûr, c'est justement pour ça, vous savez, le rapport d'activité, c'est pas le SE qui le présente, c'est le maire qui le présente. Et c'est justement pour ça le maire doit pouvoir définir dans un premier temps, le SE doit soumettre un plan d'action qu'il doit exécuter. Et lorsque nous lui confions, par exemple, le budget et tout ce qu'il doit faire au cours de l'année, et c'est par rapport à ça que nous, on va l'évaluer. Quand on finit de l'évaluer, nous fait son rapport, nous, on ajoute notre rapport et en conseil, on présente. Si le conseil n'approuve pas le rapport, dans le rapport, il y a ce que le maire a fait, il y a ce que le secrétaire exécutif a fait. C'est autant d'éléments qui peuvent reconforter le maire à sévir par rapport au SE. Donc, moi, je voudrais rassurer les uns et les autres et dire que les SE, en réalité, sont des fusibles. Et il doit faire attention. D'accord. Quand on vous écoute, M. Charlemagne Niakoti, on a le sentiment que vous n'êtes pas très étranger à la réforme, mais bon, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Parlons maintenant de l'hôtel de ville de Porto-Novo. Ce n'est pas compréhensible que la capitale, comme vous l'avez dit, Porto-Novo, ville à statut particulier, ce n'est pas compréhensible que depuis la décentralisation, vous n'ayez pas un hôtel de ville. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Niakoti?
Oh, bon, vous savez, c'est le constat amer que nous faisons tous, mais nous ne perdons pas espoir. Et vous savez très bien que l'avenir est beaucoup plus radieux que par le passé. Et j'avoue que je ne saurais parler au nom de mes prédécesseurs, surtout première et deuxième mandature, mais je peux vous dire qu'au cours de la troisième mandature à laquelle j'ai appartenu, ce n'est pas l'ambition, la volonté qui a manqué. Et peut-être qu'on s'y est mal pris. On n'a pas pris par le bon bout. Et ça fait que ça n'a pas abouti. Le bon bout, c'est lequel? Non, mais le bon bout, écoutez, vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'emplacement qui était retenu, la distension, la démarche, c'est-à-dire et le modèle économique qu'on a utilisé pour mobiliser les ressources, pour chercher à construire l'hôtel de ville n'a pas prospéré. Parce que vous savez, une chose est d'avoir la volonté au niveau du conseil, mais et pour l'approbation de la tutelle, du ministère, d'un certain nombre d'autorités. Mais je pense qu'à ce niveau, ils se sont butés à des difficultés. Et des difficultés parce qu'on a estimé que tout n'était pas prêt, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour construire l'hôtel de ville. Et plus loin, on s'est rendu même compte que l'emplacement qu'on a choisi et aujourd'hui à observer ce qui se passe au niveau de la place Bayol, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros collecteur qui date du temps colonial qui s'est effondré parce que c'est un collecteur fait en terre cuite. Et donc, vous comprenez que l'emplacement n'était même pas aussi pour autant recommandé. Heureusement que le gouvernement a su déplacer l'hôtel de ville de là pour désormais nous accompagner, à préférer que cela s'installe au niveau de l'emplacement du camp Biogara, qui désormais va abriter les locaux de l'hôtel de ville. Donc, en fait, les travaux avancent. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus d'espoir. Parce que le gouvernement s'implique? Le gouvernement, c'est le chef de l'État, s'est impliqué. Il y a une différence entre le chef de l'État et le gouvernement, monsieur le maire. Vous avez l'impression d'être l'enfant chéri du gouvernement. Non, écoutez, vous savez, c'est pas dans le PAG, pour que je puisse dire le gouvernement. Et si aujourd'hui, nous avons disons cette assurance, c'est parce que lors de nos lobbies, de nos plaidoyers, le chef de l'État a été sensible à cela, a apprécié et a décidé de nous accompagner. Donc, il a voulu et le gouvernement l'accompagne dedans. C'est pour ça, je le dis pour témoigner toujours ma reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a bien voulu vraiment redonner à Porte-Nouveau tous ses attributs de capital, contrairement à ce que vous étiez en train de me dire, bien sûr. Contrairement à quoi? Ah oui, puisque vous étiez en train de me donner l'impression que Porte-Nouveau ne retrouve pas ses attributs de capital. Parce que quand on est rentré, on ne se sent pas trop fier. Mais pour ceux qui sont restés à Porte-Nouveau, il y a au-delà de 6 ans, ils savent qu'il y a une nette différence par rapport aujourd'hui à l'environnement au niveau de Porte-Nouveau. Beaucoup de choses changent et aujourd'hui, nous avons beaucoup de voies qui sont asphaltées et beaucoup de projets. Et bientôt, il y aura le musée international du Vaudon qui sera construit et il y a l'Assemblée qui est en cours. Et il y a d'autres projets sur lesquels nous sommes en train, nous allons commencer dans les jours à venir des négociations. Vous savez que à l'instar de Gapé dans Ouida, aujourd'hui Ouida accueille beaucoup d'investissements au plan touristique et nous en sommes fiers. Nous ne les jalousons pas du tout, bien au contraire. Mais quand on dit Ouida, on dit Porte-Nouveau, on dira Abomey. D'accord. Abomey, on connaît. Porte-Nouveau, on connaît. Oui, je viens. Oui. Je saisis l'opportunité que vous me donnez pour faire toujours ce plaidoyer. Oui. Parce que j'estime que dans la zone de Lopodi et jusqu'à Yonbeta, on est juste à 10-15 minutes du Nigeria. Et c'est une zone, pour ne pas dire balnéaire, qui pourrait vraiment connaître un boom si le gouvernement s'y penchait un peu. C'est un clin d'œil que je fais maintenant. Oui, mais est-ce que c'est pas la zone dans laquelle les barques chavirent régulièrement? Il y a des morts régulièrement, monsieur le maire. Non, mais les barques ne chavirent pas dans la zone. Les barques chavirent dans la lagune parce qu'il y a l'imprudence des conducteurs et il y a des règles qui ne sont pas respectées. Vous savez, c'est un accident de parcours comme on peut connaître des accidents aussi sur la route ici. Mais une fois que il y a l'imprudence, une fois qu'il y a le non-respect des conditions, c'est normal qu'il y ait de ces genres d'accidents. Mais nous avons pu travailler avec les différentes parties, nous avons fait des concertations et nous avons compris que beaucoup de
ceux-là, bon nombre de ceux qui conduisent ces bacs ne détiennent pas de permis. À quoi vous devrez vous attendre normalement? D'accord. On ne peut qu'observer des accidents. Nous allons revenir à l'hôtel de ville beaucoup. rapidement. Où est-ce que vous en êtes là, concrètement aujourd'hui? Merci beaucoup. Et par rapport à l'hôtel de ville, comme je le disais, c'est encore une fois le lieu de témoigner notre gratitude au chef de l'État. Et nous avons, au niveau de la ville, on disposait d'environ 2 milliards. Mais avec le concours et l'appui du gouvernement, nous allons mobiliser un complément de 3 milliards 5 pour venir à un budget d'environ 5 milliards 5 et bien sûr, sous le contrôle du gouvernement pour pouvoir construire l'hôtel de ville. Le groupement d'architectes a déjà fini les plans. C'est les derniers réglages qu'ils sont en train de faire. Et actuellement, ils sont en train de travailler sur la rénovation du lycée Béhanzin. Parce que c'est le lieu de vous dire, le président a bien voulu, en déplaçant le camp Biogara, il y a le CEG Biogara, qui n'est pas des moindres. Nous savons que beaucoup des cadres de l'administration béninoise ont pris part ce CEG et ils sont nombreux à vouloir que ça reste. Mais en réalité, quand vous allez visiter le cadre, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous savez, on a encore des classes en bambou, en plein cœur de ville. Ça pose un problème. Et le chef de l'État a vu juste en souhaitant qu'on déplace ce CEG vers le lycée où nous avons une capacité de plus de 6 000 élèves alors qu'ils sont à 1 700 environ. Et les salles sont là, mais inoccupées. Et donc, le chef de l'État a souhaité que pour une bonne harmonie dans la zone, vu que le lycée Béhanzin est un bâtiment de forme coloniale, une très belle architecture, qu'il faut profiter pour rénover le bâtiment et procéder à une occupation plus rationnelle, au lieu de laisser d'autres à côté. Et donc, c'est ces travaux-là que les architectes sont en train de faire présentement. Je pense que d'ici le mois de juin, on doit pouvoir libérer ce site et puis les grands travaux pour l'hôtel de ville vont commencer. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. L'autre réforme que vous avez portée, Monsieur Charlemagne Niakoti, c'est la réforme du Festival international de Porto Novo. C'est vrai que Porto Novo est une ville créative comme Boycon, une ville créative de l'UNESCO, pour être plus précis. Boycon vient après Porto Novo. Porto Novo est la première ville. Dans tous les cas, vous êtes toutes, enfin, je veux dire, toutes les villes sont des villes créatives de l'UNESCO. Monsieur le maire, les réformes du Festival international de Porto Novo ont porté sur quoi concrètement? Qu'est-ce qui a changé depuis la création du festival, le tambour qu'il y a eu et la reprise du festival? Merci beaucoup et c'est le lieu encore une fois de nous féliciter en tant qu'initiateur du festival. Je parle bel et bien de la 3e mandature. Vous étiez conseiller communal? J'étais conseiller et j'ai toujours accompagné et avec fierté bien sûr. Aujourd'hui nous sommes maires et pour avoir été seul, nous avons observé quelques failles et qu'il importait de corriger et que si vous avez observé un peu le festival, à un moment donné, à ses débuts, ça avait bien pris, mais après, ça a commencé par dégringoler, tout simplement parce qu'il y avait une perte de confiance, il y avait plus l'adhésion de certaines personnes parce que, vous savez, quand les gens ne se retrouvent pas dans ce que vous faites, ça finit par impacter, par rejaillir sur l'image de... Or, le festival est un événement important qu'il faille sauvegarder et améliorer. Et je reconnais et je salue l'effort fourni par mon prédécesseur à ce niveau-là. Et c'est fort de cela que nous avons souhaité, nous avons distingué le conseil, c'est-à-dire la 3e mandature, pour dire voilà un label qui est créé, mais que nous avons le devoir de pérenniser. Et c'est ce devoir qui nous a amené à faire d'autres réformes pour améliorer ce festival. Au nombre de ces réformes, nous avons voulu professionnaliser la déambulation. Vous allez constater que elle n'est pas aussi longue, ennuyeuse comme par le passé. Et nous avons pris les metteurs en scène professionnels, M. Tolakoukoui, M. Alougidine, qui ont encadré tous les acteurs de la culture à ce niveau. Et la déambulation, c'est un spectacle qui plaît beaucoup au chef de l'État et s'y a investi personnellement. Et notre ambition même pour les années à venir, c'est de faire de cette déambulation la déambulation de tous les masques du Bénin. Vous savez, le Glédin n'était pas représenté, mais nous sommes convaincus que nous avons également beaucoup de masques au nord du Bénin. Il nous faut vraiment faire de cette occasion une occasion solennelle pour révéler, pour faire connaître les différents masques du Bénin. C'est une chose. Et nous avons
introduit une autre innovation, c'est les distinctions. La soirée FIP Awards qui a permis de distinguer les ministres qui ont accompagné le festival, les différents acteurs. Et nous pensons que voilà un événement qu'on doit continuer, qu'on doit sauvegarder parce que aujourd'hui nous avons beaucoup de partenaires qui accompagnent la ville, aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. Et le lieu de leur témoigner notre reconnaissance, c'est cet événement, c'est ce FIP Award. C'est pour nous l'instant solennel pour leur dire vraiment merci, bravo bingo et de nous accompagner. Et on est fiers, la ville vous décerne ceci à titre de reconnaissance. Ça, c'est l'une des innovations. Il y a eu beaucoup d'innovations. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de vraiment faire en sorte que ce festival booste, dynamite l'économie locale. C'est-à-dire quoi? Il faut que cela serve vraiment à relancer le tourisme, à relancer les circuits touristiques, les différents circuits touristiques de la ville. Bientôt, nous aurons le musée international. Nous avons, au niveau de Porto Novo, beaucoup d'atouts. Souvent, quand on parle du temple de Python, je vous donne juste un exemple. Allez-y, monsieur le maire. On pense que c'est à Ouida seulement, on trouve. Mais Porto Novo, nous avons 2 à 3 temples de Python. Et vous savez, il y a un carrefour emblématique qu'on appelle Dangwe-Klounon. Le Dangwe-Klounon tire son nom du fait que le maître, le prêtre du Dangwe, c'est là. Et nous avons un grand temple de Python là. Et nous envisageons le rénover et dans les mois à venir. Au niveau du musée romain, nous avons un autre temple. De Python aussi? De Python. Mais malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas encore davantage révélées. Nous sommes en train de faire un travail de recensement sur ces valeurs culturelles que nous pouvons vraiment mettre en lumière pour que les gens comprennent que Porto Novo n'est pas moins riche en termes de culture que d'autres villes. Et je vous rassure que plus riche en termes de culture, de patrimoine que Porto Novo, on serait en train de chercher. Vous savez, Porto Novo est un royaume au même titre que Abomey. Mais vous ne communiquez pas. Monsieur le maire, est-ce que ce n'est pas votre faute aussi si tout ça restait connu? Vous n'en parlez pas. Là, je suis en train d'en parler. Oui, d'accord. Pour vous dire qu'il y a un travail qui se fait et que dans les mois à venir, vous allez voir tout ce que nous allons mettre en branle pour mettre en lumière tous ces atouts de Porto Novo. Et je vous ai dit, le positionnement aussi de Porto Novo est un atout stratégique et majeur. Par rapport, économiquement même pour le pays. Par rapport au Nigeria? Par rapport au Nigeria. Et je vous dis, quand je vous parlais tantôt de la zone de l'Opodi, voilà une zone dans laquelle la FDA est en train d'investir près de 7 milliards. Quand vous voyez de pareils investissements, il faut se poser la question de savoir, le partenaire a vu quoi? Qu'est-ce qui a si tant impressionné le partenaire pour qu'il envisage même construire une grande promenade avec des belvédères pour contempler la nature? C'est une zone fortement écologique et je vous dis, et on n'a rien à envier, par exemple, à des villes côtières et balnéaires comme on dit Casa del Papa, dans Ouida et Consort, Grand Popo. Je ne m'attaque à aucune ville. Vous défendez votre ville je plutôt, défends ma ville et je pense que il y a tellement de potentiel qu'on peut mettre en valeur. Et ce travail, nous sommes en train de le faire. Des plaidoyers ont commencé à l'endroit du ministre du cadre de vie, à l'endroit du ministre des Finances, à l'endroit de mon grand frère, le coordonnateur du BAI, et le conseiller spécial du chef de l'État, à l'endroit même du conseiller, du chargé de mission du chef de l'État, parce que j'estime que tant qu'on ne va pas révéler ses atouts et il y aura quelque chose qui va manquer. Moi, je dis, le Bénin a gagné, vu que le gouvernement a compris et veut développer le transport fluvial et dans le PAG bientôt, le 3e pont ou le 3e pont de Porto Novo ne va plus passer par la zone de l'Opodi, toujours pour préserver l'environnement. Mais plutôt, on va dynamiter les 2 ponts que nous avons à l'entrée de la ville et on va les relever, on va les surélever. Ceci va permettre aux bateaux de passer dessous là plus simplement. Alors tout ça, ce sont des projets, monsieur le maire.
Mais vous m'avez éloigné. C'est des ambitions voilà, que vous m'avez nourrissons. éloigné du festival de Porto Novo. Je reviens rapidement pour vous poser une question. Oui. Nous avons vu tous les moyens que vous avez engloutis dans le festival international de Porto Novo. Est-ce que ce festival vous a rapporté autant réellement? Qu'est-ce que vous avez gagné à le faire? Et quand on parle d'investissement, le retour n'est souvent pas ce que vous pensez. Un investissement, le retour est toujours progressif. Ce que nous sommes en train de faire, on est en train de construire un label. On est en train de faire en sorte que le festival serve de tremplin, de passerelle pour booster le tourisme, révéler davantage notre culture. Et donc, ce que nous y mettons aujourd'hui, et c'est comme vous me dites, aujourd'hui, le gouvernement est en train d'investir suffisamment à Ouida. En combien de temps pensez-vous que le gouvernement peut amortir tous ces investissements? Ce n'est que progressif. Et moi, je garde l'assurance et j'ai la ferme conviction que nous n'avons même pas englouti grande chose. C'est pas l'impression qu'on a eu. On a vu beaucoup de concerts, on a vu. Oui, mais Porto Novo était drapé. Il faut me demander, il faut nous demander comment on a pu faire. Mais je vous le demande, Monsieur Liakoti, comment vous avez pu faire? Il y a des partenaires qui nous ont accompagnés et c'est le lieu de les remercier. Vous savez, l'ambassade de Chine nous a accompagnés. Ils ont pris toute la retransmission en direct. Nous avons MTN, que nous remercions la DG au passage, nous a fortement appuyés avec plus d'une dizaine de millions. La Fondation Talon, beaucoup de partenaires. Je m'excuse, les bagnoles, il y en a plein. Bénin Petro. Bon, vous leur faites la publicité sur nos antennes. On va certainement vous facturer pour ça, Monsieur le maire. Non, ne me facturez pas. Mais nous vous permettons exceptionnellement de le faire. Puisque je ne voulais pas aborder la question, parce que vous avez vu que nous avons englouti beaucoup de moyens. Certains ont pensé que c'était pas utile. Non, bien au contraire. Surtout quand on regarde le contexte dans lequel on l'a fait. C'était pour la première fois, ou c'est l'une des rares fois où vous voyez les gens quitter Cotonou, quitter Ouida, quitter ailleurs pour venir à Porto Novo, parce que il faisait bon vivre. C'était magnifique. En tout cas, je rêve de revivre encore de pareils instants. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Monsieur Charlemagne Liakoti, nous allons parler politique avec vous. Même si vous êtes le maire de Porto Novo, vous avez une couleur politique qui est l'Union progressiste. On vous voit très actif sur le terrain. On vous a vu récemment drapé dans vos plus belles tenues, être sur le terrain, parler aux femmes, parler aux jeunes. Est-ce que la mairie est trop petite pour vous, Monsieur Liakoti? Vous savez, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand vous avez le goût du travail bien fait, vous ne pouvez que vous donner à fond. Et ce que vous avez fait comme constat, c'est justement la preuve que nous nous sommes engagés et nous sommes un parti de la mouvance. Nous avons compris que en ces moments de difficulté, parce que nous traversons une crise sans précédent, une crise qui ne dit pas son nom. Et c'est important que nous communiquons beaucoup. Et c'est vrai que là où on est, en tant que maire, souvent on pense qu'on ne doit pas sortir. Non, le maire, c'est un élu et doit toujours chercher des moments pour être en contact avec sa base, avec la population. Et c'est ce que nous avons fait. Surtout que les élections approchent. Et même au-delà de ça, et vous comprenez, on n'est pas sorti pour battre campagne. Même les élections arrivent, c'est vrai, et en son temps on le fera, rassurez-vous. Mais vous avez multiplié vos sorties quand même. Non, mais on l'a fait parce que la situation elle le nécessite pour plusieurs raisons. D'abord, on est sorti dans le cadre du recensement à vocation de vérification des identités, le RAVIP, voilà. Et nous l'avons fait parce que il faut sensibiliser, informer les populations sur l'importance qu'ils ont, et pour ceux-là qui ne se sont pas fait enrôler de le faire, mais pour ceux-là dont les noms portent des anomalies, de les corriger, parce que aujourd'hui tout est digitalisé presque dans le pays, et bientôt même pour les élections, on aura à utiliser ces listes. Donc, ça a un double sens pour nous. Dans un premier temps, quand je prends le côté politique, c'est nos partisans et il faut que demain ils votent pour nous, donc c'est le moment de les sensibiliser pour qu'ils s'enrôlent. Mais le second sens, c'est le second côté relève de notre responsabilité, parce que bientôt nous avons par exemple l'assurance santé qui est en train de prendre corps petit à petit. Le projet Arche. Le projet Arche, on a besoin de ces 4 biométriques pour pouvoir en bénéficier, et il faut être dans le premier élément qu'il vous faut pour aller à la carte biométrique, c'est le RAVIP.
Et si vous ne le faites pas, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier de toutes ces faveurs de ce hautement social dont le président a parlé. Et donc, c'est fort de cela que nous, on s'est mis à la tâche et on a sensibilisé. Donc, si vous nous voyez sur le terrain... La Journée internationale de la femme, c'était quoi le but de votre présence sur des événements relevant de la journée? Non, mais c'est mon parti qui est affecté avec les femmes de notre parti. Mais écoutez, la journée, quel parti n'a pas de femmes? Ou bien la journée internationale, est-ce que c'est seulement exclusive pour les cadres de l'administration? Mais bien au contraire. Parce que d'abord, même les cadres de l'administration sont membres de nos partis, les commerçants sont membres de nos partis. C'est le lieu de véhiculer, de partager avec les femmes qu'elles ont des droits. Il y en a qui se sont battues avant elles pour qu'elles aient les droits qu'elles ont aujourd'hui et qu'elles ont le devoir de se battre pour que les générations futures aussi aient des droits meilleurs. Et aussi, c'est le moment pour nous de leur dire ce que le gouvernement a fait, parce que n'oubliez pas, on parle bien politique, nous sommes de la mouvance présidentielle et nous l'assumons. Et il faut reconnaître que le gouvernement a fait pas mal de choses, a pris pas mal de lois au profit des femmes. Et vous le savez très bien, vous savez que prochainement, la prochaine assemblée, nous avons d'office 24 femmes qui sont garanties, sans compter celles qui seront positionnées sur les listes. C'est une discrimination positive qui mérite d'être saluée. Mais au-delà de tout cela, nous avons la lutte en faveur des violences faites sur les femmes, tout ça là. Et des lois qui résistent désormais, tout ça. Donc, il faut reconnaître que c'est pas mal de choses que le gouvernement est en train de faire pour rassurer la femme, la jeune féminine, qu'elle est capable. On l'a tout le temps sous-estimé. Aujourd'hui, en tant que parti politique, il nous faut nous entretenir avec nos femmes pour les rassurer, pour leur dire voilà la vision aussi du parti. Donc aujourd'hui, l'Union progressiste responsabilise beaucoup les femmes. La belle preuve, notre directrice de l'administration au niveau du parti est une femme. Au niveau de ma ville, j'ai un CA qui est femme. Et là, je crois que votre SE est également une femme. Bon, c'est ça. Ouais, ça, c'était au hasard. Je suis bien né. Un bon hasard. C'est une femme. Donc, parce que c'est les femmes qui donnent naissance. Donc, c'est pour vous dire donc que c'était important que les partis se retrouvent aussi avec les femmes de leur parti. Et c'est ce que nous avons fait. Si c'est ça qui constitue le fait que je suis sur le terrain, ben vous faites d'une pierre deux coups, monsieur Je l'assume. Non, mais écoutez, sans ces femmes, je ne serais pas maire. D'accord. Elles ont battu. Mais est-ce que vous avez pu parler à ces femmes de la question de la cherté de la vie, par exemple? Vous avez dit que nous traversons une période de crise, le gouvernement a pris des mesures sociales. C'était le menu consistant même de la rencontre, parce que cette journée intervient au moment où la crise... Bon, je ne peux pas encore dire qu'on était au pic de la crise. La crise, on est toujours dans la crise, mais il faut reconnaître que c'est important de leur expliquer un certain nombre de choses, parce que la crise que nous observons aujourd'hui, quoi qu'on dise, et que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, on doit être unanime sur le fait que ce n'est ni la faute de ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont des dirigeants, mais c'est une crise mondiale. Et cette crise découle d'abord des conséquences de la Covid et par la suite des conséquences directes de la guerre en Ukraine et en Russie. Mais on aurait pu anticiper quand même. Non, mais le Bénin a beaucoup anticipé, je peux vous le dire. Et aussi des conséquences directes du djihadisme autour de nous et même au nord de notre pays. Et si vous voulez bien qu'on en parle, la Covid, vous n'êtes pas sans savoir que pendant la période de la Covid, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'usines ont fermé leurs portes. Ça a plus impacté les pays producteurs, les pays développés que nous ici. Et donc, fort de tout ceci, étant donné que nous importons pas mal de choses, on doit subir les effets de cette crise. Ce n'est pas fini, c'est maintenant, nous sommes en train de sortir de cette crise. Maintenant, la guerre en Ukraine et en Russie, de la Russie contre l'Ukraine, on est unanime sur le fait qu'aujourd'hui, le blé est à la base de beaucoup disons, de l'alimentation de beaucoup de pays. Nous, on l'utilise pour le pain, pour les spaghettis, on sait qu'il faut le blé, il faut pas mal de trucs. Et donc, du coup, cela justifie la cherté que nous voyons. Et au niveau du fret à l'international, tout a grimpé. Vous avez expliqué tout ça aux femmes que vous avez rencontrées, elles ont compris? Les femmes ont compris. Vous savez, elles ont une ouverture exceptionnelle d'esprit. Ça, je vous l'avoue. Mais ce qui est plus exceptionnel, c'est
que quand les femmes vous demandent, bon, écoutez, vous nous dites par exemple que oui, Covid a fait ci, Oui, Covid a fait Covid, ça. Ukraine, tout ça. Mais est-ce que c'est ça qui justifie la flambée du prix du maïs, Voilà. la flambée du prix du gari? Ben, écoutez, vous comprenez, donc c'est des questions pertinentes. Absolument. Et ça, ce n'est pas que le Bénin a failli dans la production. Vous savez, nous avons connu des productions céréalières, une production record en matière de production céréalière. Et aujourd'hui, on peut se priver de dire, je vais m'habiller, je vais acheter un habit neuf, je vais changer ma paire de chaussures, ma voiture. Mais donc là, tu es d'accord avec moi que tu peux pas te priver longtemps de manger. Même le carême, à un moment donné, on doit pouvoir le rompre. Mais voilà des pays qui sont autour de nous, qui sont sous l'influence du djihadisme. Les gens n'ont pas la possibilité ou non plus cette aisance d'aller au champ, faire les travaux champêtres, produits comme cela se doit. Mais ils doivent manger. Dans ces pays, les gens sont prêts même à vendre des biens pour pouvoir se nourrir. Hein, ce que nous ne sommes pas encore prêts à faire. Et quand on arrive à une extrême pareille, c'est qu'on est prêt à faire de la surenchère. Et c'est ce qui justifiait beaucoup plus l'exportation de nos produits céréaliers. Et donc, on constate que le maïs, le gari sort, ça va au Burkina, ça va au Nigeria. Le Nigeria, ça fait 200 et quelques millions d'habitants. Donc, si le Bénin, avec toute cette population, on doit exporter, aller faire un tour à Épinay, vous allez voir comment est-ce que le gari quitte la zone là, la zone de Pangouan pour le Nigeria. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que à l'intérieur, ça va coûter cher. Parce que là où vous n'êtes pas prêt à payer le prix et que d'autres sont prêts à quintupler le prix, et vous convenez avec moi que la raréfaction, d'abord, renchérit la valeur du produit. Donc, ça va devenir rare. Et par ricochet, ça va coûter cher. Les femmes ont compris. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement interdit les exploitations de nos produits céréaliers. Et du coup, la courbe a baissé. Okay. Donc, rassurez-vous que nous avons expliqué et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à le faire. Monsieur Diakouty, quelles sont vos ambitions politiques? Si votre parti vous demande aujourd'hui de quitter la mairie pour aller à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous répondrez? Vous savez, moi, je suis au service de mon parti. Et tout homme nourrit d'ambition. Et je ne dirais pas que je n'en nourris pas. Mais là où je suis déjà, c'est déjà une progression. Et mon parti m'a fait confiance, on m'a confié une mission. Et c'est sûr que le parti apprécie le travail que nous sommes en train de faire. Et lorsque le moment viendra pour qu'il décide que j'aille sur d'autres fronts, bon, on en discutera et je vais partir si c'est le cas, ou je vais rester si c'est le cas. Mais pour le moment, je n'ai pas de volonté à imposer et je nourris d'ambition. Je suis déjà maire. Peut-être que vous voulez être député, peut-être que vous voulez être président de l'Assemblée nationale, peut-être que... Vouloir être député, c'est être au service de la population. Être maire, c'est être au service de la population. Mais est-ce que vous le voulez? Mais tout le monde veut grandir, mais il faut savoir grandir. Je pense que partir d'un simple conseiller solitaire, comme vous l'aviez dit si bien tout à l'heure, pour devenir maire, c'est déjà un pas de géant. Hein? Et il faut prendre le temps de l'assumer, de prouver ce qu'on est capable de faire. Et donc, moi, je suis serein et je fais confiance à mon parti. Je suis à la disposition de mon parti. Donc, mes ambitions demeurent mes ambitions, mais elles ne sont pas au-dessus de la volonté, de la vision du parti. La vision du parti ou la vision du chef de l'État? Parce que ça revient régulièrement, vos remerciements à l'endroit du chef de l'État. Ça revient régulièrement, le chef de l'État, le chef de l'État. Non. Alors, est-ce que vous êtes sensible à toutes les volontés du président de la République? D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qu'il faille rectifier. Vous savez, je fais la part dans ma peau de maire en termes de reconnaissance à ce que le chef de l'État fait pour nous appuyer, pour nous accompagner, et en termes de militant UP pour ce que je suis. Et quand je prends le manteau de UP en tant que militant UP, mes reconnaissances vont à l'endroit de mon parti. Mon parti qui m'a donné cette chance d'être là où je suis. C'est pas le président qui m'a donné... Vous voulez dire que le président n'intervient pas dans le parti? Non, le président ne m'a pas choisi comme candidat à la base. Le président, il est le président du Bénin. Il n'est pas le président de l'UP.
Non. C'est vous qui le dites. Non, je le dis et je le dis et je l'assume. Mais le président, il est le président de la République du Bénin. Il n'est pas le président de l'Union progressiste. Et il y a beaucoup d'amalgames que les gens font parce que aujourd'hui le président incarne une autre vision pour le pays. Il a voulu, disons, expérimenter une réforme politique et une réforme en laquelle nous croyons beaucoup parce que vous savez, il nous faut finir avec des querelles de partis. Il nous faut finir avec. Et aujourd'hui, cela amène certaines disciplines. Sinon, il n'y aura pas de respect, de discipline dans les partis. Et moi, je pense que c'est comme le poisson en dehors de l'eau, il n'a pas de vie pour le poisson. Aujourd'hui, on doit se mettre dans la logique des grands partis, des grands ensembles. Et donc, si c'est ça qui fait que les gens pensent que le président, aujourd'hui, il est là, c'est le père de la nation. Il a permis la naissance de ces deux grands partis qui soutiennent fondamentalement ses actions. Ça, c'est une chose. Mais les partis ont leur organisation. Et le président de mon parti, c'est le président Bruno Amoussou, que vous connaissez très bien. Donc, fort de cela, je témoigne toute ma reconnaissance à mon parti, au président de mon parti, pour avoir porté son choix sur ma personne en tant que candidat à la base, validé, accompagné pour que je sois là où je suis. Et je remercie le chef de l'État en tant que maire, parce que en tant que maire, nous avons besoin du soutien du gouvernement, le soutien du chef de l'État. S'il ne nous soutenait pas, on n'aurait pas eu l'hôtel de ville, comme je le dis. D'accord. Donc, ne m'en voulez pas. Non, pas du tout. C'était des explications que vous devriez donner. Et puis, il est clair aujourd'hui que le président de la République a un regard particulier sur Porto Novo. On le remarque avec tous les développements que vous avez faits. Oui, il a grandi à Porto Novo et il a connu ses bons moments à Porto Novo. Il a rencontré celle qui fait aujourd'hui, disons, sa fierté, celle qui fait toute sa joie, et il l'a rencontré à Porto Novo. Porto Novo est privilégié. Donc, c'est à juste titre que le président s'intéresse à Porto Novo. Nous l'encourageons à s'y intéresser davantage. D'accord. Moi, je peux que dire. Ceci explique-t-il cela, monsieur le maire? Je n'en sais rien. Alors, depuis un moment, nous avons pris l'habitude sur cette émission de tirer au sort une question qu'on appelle la question du public. J'ai dû demander ça et là que des questions nous soient proposées. Vous allez donc prendre dans le bocal qui est juste à côté de vous une question, vous me direz quel est le numéro et je vous poserai la question du public. Monsieur le maire, Charlemagne Akoti. Question numéro 5. Numéro 5. Alors, ma fiche technique me renseigne très rapidement. Monsieur le maire, tout à l'heure, vous parliez de vos rapports avec vos prédécesseurs. La question numéro 5 dément ce que vous avez dit. Il paraît que vos rapports sont très houleux avec vos prédécesseurs. Et pour faire juste pour montrer une bonne face, à un moment donné, vous avez fait circuler une photo sur laquelle vous étiez avec tous les anciens maires, main dans la main et tout ça. C'était pour tromper la vigilance des uns et des autres. Mais d'abord, je voudrais vous dire, j'ai la chance d'avoir au conseil un des anciens maires, M. Donklam, et M. Osseni Moukaram, et un doyen pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et tout se passe magnifiquement bien. Et je pense que, bon, peut-être c'est une appréhension. Celui qui le pense n'en sait pratiquement rien, puisque vous-même, vous en êtes véritablement témoin oculaire. Ce n'est pas une photo qui a circulé, mais vous l'avez vécu. Oui, vous l'avez vécu. On a senti qu'on avait envie de régler rapidement une petite difficulté, pas du tout. montrer que ça va. Contrairement à celui-là qui a posé cette question, M. Donklam, vous étiez l'animateur en chef de cette soirée de gala à laquelle les anciens, mes prédécesseurs ont participé. Vous avez écouté leurs témoignages. Vous avez vu, ils ont pris la parole et ils se sont prononcés. Même mon prédécesseur, et le maire Josué Emmanuel Djiman, que je salue au passage, vous l'avez écouté, il ne s'y attendait pas. La mobilisation des PRD pour venir pour la cérémonie, aussi bien l'ouverture, témoigne de l'ouverture que nous avons affichée. Pour qui connaît le PRD, et lorsque vous voulez leur faire la tête, ils vous montreront qu'ils sont là. Et donc, moi, c'est un parti que je respecte beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de frères en leur sein. On a toujours fait, d'ailleurs, tous mes prédécesseurs furent à un moment donné tous PRD. Vous avez vu
et que ce soit le doyen d'Aubert de Sous-Bernard, que je salue aussi au passage, et qui n'est pas au conseil. Vous avez vu ses commentaires. C'est donc dire que pour celui-là qui a évoqué cette question, il n'a pas d'ample information. Mais vous auriez dû l'éclairer. Non, c'est pas mon rôle de l'éclairer. Moi, je suis entremetteur. Je vous pose la question, c'est à vous de donner la réponse. Je voudrais vous rassurer que j'entretiens de très bons rapports avec mes prédécesseurs. Et la belle preuve, vous n'allez voir nulle part dans un journal des propos venant de nous à l'encontre de nos anciens, de nos prédécesseurs. Ça, c'est pas un baromètre, M. Nyakoti. Non, mais c'est un facteur important. C'est un facteur. Il n'y a pas de chasse aux sorcières venant de nous. Et bien au contraire, nous avons voulu faire un événement. Prenez l'exemple du festival. Ça aurait été d'autres, ils n'auraient pas voulu continuer. Parce que souvent, nous avons l'habitude au Bénin de mettre de côté ce que nos prédécesseurs ont fait. Mais vous devez continuer puisque vous étiez à l'initiative. Mais j'étais à l'initiative et je suis allé prendre des bénédictions aussi. Je suis allé discuter avec Zosopouludi, le maire Zosopouludi, voilà. Et nous l'avons commencé ensemble, c'est votre initiative, nous l'avons portée avec vous et vous avez le devoir de me soutenir parce que si ça tombe, c'est un pan de votre histoire qui tombe. D'accord. Voilà. Monsieur Charlemagne Nyakoti, nous sommes au terme de cet entretien. Je vous laisse le soin de la conclusion. Merci beaucoup. Donc là, mais je voudrais, par cette opportunité que vous me donnez, remercier Madame Claudine Prudencio pour vraiment cette ingéniosité qu'elle a eue en créant cette télévision qui aujourd'hui fait notre fierté. Merci. Je voudrais féliciter tous les acteurs d'Eden TV pour la qualité du travail que vous faites et je voudrais souhaiter à mes compatriotes et surtout mes concitoyennes et concitoyens musulmans de Porto Novo, disons un bon moment de carême, que Allah le miséricordieux exauce les prières. Et je reste convaincu que il y a beaucoup de sollicitations qu'il prononce présentement à travers les différentes prières de chaque jour. Et je reste persuadé que Allah ne restera pas sourd à cela. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est pour nous une fierté de servir notre ville. Et nous allons continuer à la servir. Et nous allons la servir avec autant d'humilité que possible. Et nous restons très ouverts et disposés pour tout apport qui nous permettrait vraiment de révéler davantage notre ville, qui nous est tous si chère, la capitale du Bénin. Et c'est le lieu de remercier encore une fois les membres du gouvernement et en l'occurrence son chef. Je m'en voudrais de clôturer sans dire un merci sincère et profond au chef de l'État qui vraiment nous a soutenus pour la construction de l'hôtel de ville et qui, j'espère, nous soutiendra pour les projets futurs que nous avons et dont j'ai parlé de façon subtile. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Charlemagne Nyakoti. Je rappelle que vous êtes maire de la ville de Porto Novo. Avec vous, nous avons parlé de vos projets essentiels. Avec vous, nous avons également parlé du Festival international de Porto Novo, des atouts de la ville de Porto Novo. Vous avez eu l'occasion sur nos antennes de vendre Porto Novo. J'espère que ceux qui vous ont suivi vont acheter Porto Novo. C'est notre souhait pour vous, Monsieur le maire. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux ici. Je profite de votre présence pour dire à tous les maires qui voudraient bien passer sur notre émission qu'ils sont attendus. On fera l'essentiel pour qu'on puisse participer tous au développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, encore une fois, merci pour votre fidélité à l'entretien du dimanche. Je ne sais pas exactement encore qui sera l'invité du dimanche prochain, mais nous ferons l'essentiel pour que notre invité réponde à toutes nos questions et pour que vous ayez, vous aussi, satisfaction. À dimanche prochain pour un autre numéro de cette émission. Encore une fois, merci.